la première table ronde de cet après-midi, qui est organiser l'émergence de la recherche en soins dans les établissements de santé. On va avoir 3 retours d'expérience ou d'expérience qui vont passer chacun leur tour. Tu veux introduire un peu le sujet ? Oui, alors c'est vrai que ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir dans un premier temps la présentation et puis après on passera sur un petit temps de questions. Voilà, c'est vrai que si chaque établissement est unique, c'est vrai que souvent on a des problématiques similaires. On essaye tous de faire... C'est mieux comme ça ? Ouais, c'est... D'accord. Pardon. Donc je vais me présenter dans un premier temps. Voilà, je m'appelle Flavie Barré, je suis infirmière coordinatrice. Je coordonne des équipes recherche clinique investigation et je coordonne également l'émergence de la recherche en soins à l'hôpital Foch de Suresnes. Là aujourd'hui, on va parler effectivement de l'émergence de la recherche en soins. Je pense qu'on a tous, on travaille tous à ça actuellement. On a tous des problématiques qui peut-être s'entrecoupent, je pense que oui. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger sur ce qu'on a mis en place chacun dans nos établissements pour pouvoir derrière profiter des expériences les uns des autres. Très bien. Moi, je vais me présenter, mais voilà, Marina Vigneault, cadre supérieur et coordinatrice de la recherche en soins au GHT Val-de-Marne-Essonne, qui s'appelle le GHT Confluence. Voilà. Donc on va commencer par les premières interventions. On va accueillir l'assistance publique. Rien que ça. Excusez-nous, on va commencer par cela. Sébastien qui va démarrer, Sébastien Quérevert, du coup, qui est cadre de santé doctorant, qui est coordonnateur paramédical, référent en pratique avancée et protocole de coopération au GHU HPHP Nord Saint-Louis-la-Riboisière. Et qui est également rattaché à l'INSERM, à l'UMR 5S 942 INSERM Mascotte. Ainsi que Bérangère Couturier, qui est infirmière cadre de santé supérieure, qui est PhD, qui a fait un doctorat en épidémiologie à la PHP GHU Henri Mondor-Créteil. Elle est membre de la commission d'expertise scientifique du groupe GIRS-Île-de-France depuis 2017. Elle a intégré le bureau de la CES en 2021. Elle est également membre du comité d'éthique recherche à Mondor depuis 2018 et au CPP de Paris-Île-de-France 5 depuis 2017. Voilà, c'est à vous. Donc on va les écouter, puis on va enchaîner les présentations et on passera sur un temps de questions par la suite. Bien, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour cette invitation à communiquer pour cette deuxième journée Innovation Recherche organisée par le GIRSI. Alors concernant la structuration de la recherche paramédicale à la PHP, dans un premier temps, il y a eu une vraie impulsion en centrale et de la part des directions de soins de positionner des nouveaux métiers qui étaient les coordonnateurs paramédicaux de la recherche, avec une volonté d'avoir dans chaque GH à l'époque et GHU maintenant, des personnes positionnées dans les directions de soins, notamment des infirmiers, des cadres de santé, souvent en mission transversale et qui avaient pour objectif de venir structurer localement cette recherche paramédicale en ayant bien évidemment déjà des compétences en termes de méthodologie, en termes de recherche clinique. Ils avaient également comme mission de mettre en place des formations, de venir soutenir et d'accompagner les paramédicaux, notamment pour répondre à des appels d'offres, pour répondre à des appels à projets, à des bourses type PHRIP et PREPS. Et puis, comme autre mission de ces coordonnateurs paramédicaux de la recherche, il y avait effectivement la valorisation des travaux qui étaient déjà existants ou la valorisation des futurs travaux. Et donc, ces métiers ont été créés il y a maintenant 5 ou 6 ans à la PHP et très rapidement, des coordonnateurs ont été positionnés dans les différentes directions de soins. Maintenant, il y a environ 8-9 coordos qui sont positionnés sur les différents GHU, anciens GH du coup de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc bonjour à tous. On a juste, voilà, il y a eu les orientations politiques et stratégiques, voilà, au niveau de la direction centrale des soins et des activités paramédicales au niveau du siège de la PHP, et on a eu une déclinaison de cette politique et de cette structuration au sein des GH et GHU par la suite. Donc là, j'ai juste mis l'exemple de notre CHU Henri Mondor, mais voilà, avec pour chaque GHU une organisation qui lui est propre en fonction des ressources aussi sur les sites et puis de l'historique aussi.
Donc là, en fait, j'ai mis au centre la direction des soins et des activités paramédicales avec le coordonnateur général des soins qui porte cette recherche en soins et le coordonnateur recherche en soins qui va accompagner les équipes dans apporter un soutien à l'ensemble des équipes de l'idée du projet jusqu'à la publication des résultats. Et en fait, on travaille étroitement en lien avec une plateforme support d'aide à la recherche. Donc, c'est le département médico-universitaire qui s'affire, donc avec la recherche, les vigilances et la pharmacie, qui notamment est doté d'une unité de recherche clinique et d'un service de santé publique. Donc, ces deux structures constituent notre plateforme d'aide à la recherche. Et on organise conjointement des staffs de méthodologie ou des consultations méthodologiques ouvertes donc au personnel, à la fois les médicaux et les paramédicaux, donc à la fréquence de un staff toutes les 2 semaines. Et donc on présente conjointement, donc on discute des projets en équipe. Et le porteur de projet et l'équipe projet repart, donc accompagné par le coordonnateur recherche en soins, repart avec un référent méthodologique de l'unité de santé publique et un référent de l'unité de recherche clinique, donc pour les aspects budgétaires et technico-réglementaires. Et cette équipe va suivre le porteur de projet et l'équipe projet tout au long du processus. On a aussi en lien sur le site un groupe qui s'est formé, donc voilà, je l'ai appelé groupe recherche paramédicale, c'est pas très original. Voilà, on peut trouver des cellules recherche au sein des GHU. L'idée, c'est de se constituer un réseau au sein des différents sites de personnes qui sont soit déjà investies dans des projets de recherche, soit des personnes qui ont une appétence pour la recherche et de développer cette culture recherche par déjà partager les informations autour de la recherche, présenter des projets de recherche, être initié à certaines à la lecture critique d'articles ou à la recherche bibliographique et se réunir ou en tout cas partager les informations pendant la crise. Et avec les articulations, donc j'ai mis bien sûr la direction générale du GHU sur l'aspect politique et stratégique, et puis les directions aussi qui nous accompagnent, la direction des finances et de la recherche et la direction des ressources humaines, et puis aussi les entités, la commission de soins infirmiers, rééducateurs et médico-techniques, et puis la commission recherche et innovation qui a intégré le coordonnateur recherche en soins et le coordonnateur général des soins parmi ses membres. Donc voilà, il n'y a rien de très original, c'est juste un exemple de structuration. Et puis j'ai fait aussi figurer le comité d'éthique recherche Mondor qui aussi a intégré des paramédicaux parmi ses membres et qui nous accompagne sur l'expertise des projets, notamment hors loi Jardé. Alors, on s'est dit, il y a la politique, l'aspect, le projet de soins avec un axe recherche en soins qui a été institué dès 2015 de mémoire, et puis cet axe qui perdure dans le nouveau projet de soins. Et après, la première étape, on va dire, c'est former à la recherche. Et au sein de l'institution APHP, on a des dispositifs de formation qui ont été créés et qui accompagnent pour se développer un socle de compétences chez nos paramédicaux. Donc accompagner l'émergence et le développement de cette recherche. Et donc j'ai cité 3 dispositifs sans être exhaustive. Mais on a un dispositif donc, au sein du centre de formation continue de la PHP qui forme au processus recherche paramédicale avec 2 niveaux. Donc l'idée, c'est d'initier des professionnels sur ce premier niveau qui ont une curiosité, une volonté de s'engager dans la recherche, mais qui n'ont pas forcément entre guillemets, la boîte à outils.
Et après ce premier niveau, on a le niveau approfondissement et on accompagne vers la réponse à un appel à projet. Donc soit les professionnels rentrent directement dans le niveau 2 en fonction de leur parcours professionnel et de leur expertise, soit ils suivent le niveau 1 et le niveau 2. Et on attend, enfin l'idée, c'est l'objectif, c'est que le professionnel dépose un projet, soit au PHRIP, soit au PREPS ou un autre appel à projet. Donc j'ai recensé, avec l'aide des personnes responsables de ce dispositif, 230 professionnels qui ont été formés depuis 2009. On a deux autres dispositifs de formation, mais qui sont intra-GHU, et je vais laisser Sébastien. Du coup, dans ces programmes de formation qui sont également disponibles sur la PHP, il y a un programme qui est un peu plus local et qui est sur Saint-Louis-la-Riboisière, Fernand-Vidal, qui s'appelle les Mardis de la Recherche, qui est un programme qui propose du coup d'initier et de former les paramédicaux à la recherche. Alors ça se présente sous forme plutôt de 2-3 heures d'apport théorique plus un temps de lecture critique d'articles. Généralement, ça a lieu le premier mardi de chaque mois. Et pour le coup, tous les paramédicaux qui veulent participer peuvent venir. Alors c'est un programme qui peut être suivi en continu ou en discontinu. On peut venir prendre quelques thématiques comme ça dans l'année qui vous intéressent ou suivre un cursus complet. L'idée, c'est d'avoir des intervenants extérieurs qui peuvent venir soit vous parler de budget, de réglementaire, d'éthique, de méthodologie, de statistiques. Et puis à chaque fin de topo, il y a une demi-heure qui est dédiée à la lecture critique d'articles où des équipes qui participent au Mardi de la Recherche peuvent venir présenter un article qui est de leur écriture ou non. Et du coup, ce dispositif existe depuis 2016 et on a initié ou formé un peu plus de 500 paramédicaux AP ou hors AP. Pour le coup, sur ce coup-là, on n'est pas trop sectaire. Du coup, on a formé un peu plus de 500 paramédicaux ou initié 500 paramédicaux justement à cette recherche. Et on essaye, aussi l'idée, le premier dispositif de formation, on souhaiterait aussi l'ouvrir au non-APHP. L'idée, c'est vraiment de faire bénéficier le plus grand nombre de professionnels de ce dispositif. Mais voilà, c'est en cours. Et puis, on souhaitait aussi mettre en lumière un autre dispositif, le séminaire recherche clinique pour les paramédicaux, qui est organisé par l'unité de recherche clinique Est, donc qui prépare vraiment à la réponse à un appel à projet, notamment PHRIP ou PREPS. Et là, donc il a été initié en 2011 et environ 340 personnes ont pu y participer. Alors il y a former à la recherche, on va dire, apporter ce premier socle et puis d'aller vers vraiment une consolidation de ces compétences recherche et donc se former à la recherche par la recherche, donc via des cursus diplômants. Donc on a l'appui de la direction de la recherche clinique et de l'innovation de la PHP sur le volet recherche qui a initié une offre de formation doctorat. Donc initialement, depuis 2010, c'était dédié aux infirmiers. Et le dispositif a été ouvert en 2019 à l'ensemble des paramédicaux et aux sages-femmes. Et donc ces bourses doctorales il y a eu 18 bourses qui ont été allouées depuis la création de ce dispositif. Et on a jusqu'à présent 11 thèses soutenues, puisque les autres sont en cours de cursus, mais un levier vraiment pour poursuivre dans le domaine de la recherche. Et sur le volet innovation, on voulait aussi mettre en lumière les rencontres de transfert et de technologie de la PHP qui existent depuis plusieurs années et qui permettent aussi une mise, de valoriser les innovations des professionnels paramédicaux. Et notamment, ils ont organisé un trophée soignant innovant qui permet chaque année qui permet aux professionnels de candidater et d'accompagner des paramédicaux dans l'innovation. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces innovations? Comment on peut les généraliser, les développer via des partenariats? Donc vous l'aurez compris, il y a un vrai accompagnement et un vrai positionnement de la part des directions de soins. On voit également le rôle majeur de la direction recherche clinique et innovation dans le soutien des bourses doctorales. Mais il y a un autre acteur extrêmement important à la PHP qui a permis également de structurer cette recherche paramédicale, c'est la Fondation APHP, anciennement Fondation Recherche APHP, qui a mis depuis 2017 un dispositif en place qui s'appelle le passeport temps recherche. Vous savez tous qu'une des grandes contraintes en termes de recherche pour les paramédicaux, c'est le temps.
à défaut de pouvoir dédier du temps, ou en tout cas sanctuariser du temps, même si on commence à y arriver pour certains paramédicaux, la Fondation propose du coup à chaque porteur de projet qui a déposé une lettre d'intention ou qui a déposé un protocole, cette fondation propose une forme d'encouragement en rémunérant du coup chaque lettre d'intention qui est déposée de 260 € et chaque protocole qui est déposé de 910 €, ce qui fait que chaque professionnel, même s'il n'a pas pu se dégager suffisamment de temps, reçoit une forme d'heures supplémentaires. Alors c'est sur un forfait. Tout le monde est payé de la même manière, c'est sur un forfait cadre milieu de carrière. C'est donc quelques journées d'heures supplémentaires pour l'aide d'intention et puis environ 5 jours d'heures supplémentaires pour le protocole déposé. Donc ce dispositif, il existe depuis 2017 et il y a plus de 70 porteurs de projets du coup à l'AP qui ont pu en bénéficier. Ça représente environ 50 000 € investis par la Fondation APHP depuis 2018. Et donc chaque professionnel qui dépose ce projet se voit gratifié de ces quelques heures supplémentaires. Alors c'est une première marche, c'est un premier levier qu'on essaie d'actionner et qui sert un peu d'encouragement pour déposer des projets de recherche. Et puis il est probable que ce dispositif va s'étendre au-delà du PHRIP et du PREPS pour, j'espère, encourager justement les dépôts de projets également auprès du GIRC Île-de-France. En tout cas, voilà, on voulait aussi dire, enfin, voilà, il y a l'émergence, le développement de la recherche, mais aussi il faut assurer la pérennité voilà, de cette recherche au sein de l'institution. Donc on a encore voilà, des pistes et des perspectives voilà, de travail et puis des mesures encore à mettre en place. Merci pour votre attention. Merci Sébastien, merci Bérangère. On va accueillir Gwenaëlle Jacques et Laure Morisset. Gwenaëlle Jacques est coordinatrice paramédicale de la recherche et de formation initiale infirmière. Sa mission est de structurer la recherche paramédicale au sein du CH Versailles et du GHT. Elle est titulaire d'un Master 2 de recherche en réadaptation et ses activités de recherche portent plus spécifiquement sur la thématique de la réanimation et la post-réanimation et rentre dans un cursus doctoral à partir de cette année. Laure Morisset, qui est à côté d'elle, est coordinatrice de la DRCI et après une expérience en laboratoire de recherche, a intégré le service de recherche clinique du CH de Versailles et elle coordonne la DRCI depuis la nomination en 2011. On vous écoute. Merci à tous. Donc au niveau de la recherche au CH de Versailles, je fais juste une petite introduction avant de passer la main à Gwenaëlle. Le CH de Versailles, ce n'est qu'un simple CH général. C'est pas un CHU. On a par contre 3 services universitaires. Et évidemment, effectivement, la promotion d'essais cliniques a commencé dans ces services en 2006 par un premier essai multicentrique en hématologie. On a continué la structuration de la recherche par la création d'une commission recherche en 2009. En 2011, on a eu la nomination en tant que DRCI de par le nombre de promotions qu'on avait à cette époque. En gros, on a une politique de développement de la recherche qui a été très ancrée au CHV depuis le début, de par les directions qu'on a eues, qui voyaient un intérêt financier évidemment, mais aussi pour le recrutement du personnel médical et paramédical. Cette volonté de la direction a été la même avec la direction des soins, c'est-à-dire que tout le monde était sur la même idée de structurer la recherche clinique, médicale et soins. En 2016, il y a eu la création d'un poste de référent recherche, qui est le poste de Gwenaëlle, avec sa montée en compétences, sa compétence en recherche par des formations universitaires, donc d'abord un DU et finalement un master recherche. En 2017, le paramédical a été intégré dans notre commission recherche en tant que vice-président. Donc c'est effectivement la cadre supérieure du paramède qui était vice-présidente. Et en parallèle, il y a une évolution du poste avec des missions transversales de structuration de la recherche en soins. Donc là, c'est vraiment le poste de Gwenaëlle. 2021, nous avons décidé effectivement de lancer un premier appel d'offres médical et paramédical de temps dédié à la recherche. Donc Gwenaëlle vous le détaillera un tout petit peu plus après. En gros, en mars 2021, nous avons lancé le programme. Le dépôt a été réalisé en juin pour les 2-3 projets reçus. Et en septembre, après expertise, on a donné les résultats. Et voilà, donc les projets là sont en cours d'instruction, de développement, et puis voilà, l'idée c'est de continuer comme ça. Je laisse la main.
Donc, comme vous l'a souligné Laure, l'appel d'offres, en fait, il est constitué à peu près comme tous les autres appels d'offres classiques, donc avec un dossier, notamment une lettre d'intention pour les paramédicaux. Sur le versant médical, c'était un petit peu différent puisque c'était des dossiers complets. Donc, l'idée, c'était vraiment de soutenir la recherche en soins en répondant aux difficultés de temps à consacrer à la construction d'un projet de recherche. Donc c'est vraiment une problématique rencontrée par tous, hein, d'avoir ce temps dédié à monter les projets de recherche. Donc c'est vraiment l'idée principale de ce temps dédié, cet appel d'offres. Donc l'objectif lui-même du dispositif, c'est vraiment de permettre aux professionnels paramédicaux de s'engager dans des projets de recherche. Donc en encourageant en fait ces professionnels qui entreprennent des projets, en leur dégageant du temps de travail dédié à l'élaboration et la constitution du projet du début jusqu'à la fin. Et en même temps, de continuer à les accompagner et les soutenir jusqu'au dépôt à un appel d'offres interrégional ou national. Donc l'idée, c'est un petit peu de créer un cercle vertueux, de les accompagner jusqu'à un appel d'offres, et à chaque fois donc essayer de budgéter en fait ce temps, essayer d'amortir en fait évidemment le coût de ce dispositif en accompagnement au maximum en fait ce paramédical ou ces paramédicaux à déposer à des appels d'offres nationaux ou interrégionaux. Donc le principe du dispositif, c'est vraiment de libérer du temps dédiés à la réalisation de leur projet, donc de la conception jusqu'à la valorisation. Donc comment on a imaginé en fait de phaser un petit peu ce dispositif. Donc on l'a fait un peu sur le modèle de réalisation d'un projet du début jusqu'à la fin. Donc on a réparti ce temps, donc il y avait d'abord la phase de cadrage, donc qui est à peu près le circuit habituel des demandes de soutien des paramèdes quand ils ont envie de monter un projet de recherche. Donc ce temps n'est pas budgété entre guillemets. Donc mon rôle, donc c'était vraiment d'estimer la faisabilité déjà du projet pour l'amener justement au dépôt de la lettre d'intention, parce que l'idée c'est quand même de remplir quelques prérequis avant le dépôt à l'appel d'offres. Donc ce qui a été fait, c'était vraiment tenir en compte les problématiques éventuelles et pourquoi pas essayer de les résoudre déjà en amont, d'accompagner le futur porteur de projet sur déjà une démarche de recherche bibliographique pour le dépôt de la lettre d'intention. Alors, ce n'est pas une lettre d'intention comme on fait habituellement, elle est un petit peu plus allégée, parce que l'idée, ce n'est pas de monter tout le projet avant, parce que l'idée de faire un appel d'offres de temps dédié, c'est justement de dégager du temps aux paramédicaux. Le tout avec l'appui donc méthodo que je peux leur apporter et le dépôt après de la lettre d'intention à l'appel d'offres. Après tout ça, donc le porteur de projet, le futur porteur de projet se présente une instance locale, donc le bureau recherche, donc où on examine en fait tous les dossiers des porteurs de projets médicaux, paramédicaux, et c'est là où on discute de tous les projets en cours ou les futurs projets. Donc ensuite, il y aura en termes de phasage, donc la phase de conception, la phase de mise en œuvre et la phase d'analyse et de valorisation. Alors pour illustrer un petit peu l'appel d'offres, comment il est phasé, donc sur la première partie, donc on a déjà passé cette partie-là du dépôt. Donc là, on va être dans cette deuxième partie de l'appel d'offres avec la phase de conception du projet. Donc là, avec le porteur de projet, on est en train justement d'organiser un calendrier prévisionnel de comment on va dégager aussi le temps qu'on va lui accorder et définir avec lui des objectifs à atteindre. Le tout avec accompagné de la cellule de soutien. Donc on a aussi créé une cellule de soutien à la recherche paramédicale, donc qui est constituée des acteurs, on va dire, principaux de l'ensemble du projet, donc la coordinatrice paramédicale de la recherche, le chef de projet, un méthodostat et plus ou moins les interventions
les intervenants qui sont en lien avec le projet. Donc c'est souvent des membres de l'équipe ou même d'autres personnes, un pharmacien, ou qui seront en fait en lien avec le projet. Donc ensuite, il y aura une organisation de bilan régulier avec le porteur de projet, qui nous fasse un retour aussi des difficultés qu'il peut rencontrer, et ce qui peut être aussi facilitant pour lui ou elle dans la réalisation de son projet. Donc, il faut savoir que c'est quand même un appel d'offres qui est pilote. On l'a mis, on l'a imaginé cette année, donc qui reste innovant et qui s'inscrit vraiment dans une volonté de soutenir la recherche en soins. Et bon, on pourrait quand même déjà tirer un premier bilan de cet appel d'offres, c'est que probablement qu'on aurait dû sûrement communiquer un peu plus en amont, parce que je pense que les gens n'ont pas bien en fait saisi que cet appel d'offres était à la fois médical et paramédical. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques contacts après, malheureusement, la deadline du dépôt en fait des lettres d'intention. On voit aussi que là, il faut s'adapter donc aux problématiques RH actuelles, donc post-Covid, c'est un peu compliqué. Donc sur l'organisation de comment on va remplacer le lauréat de l'appel d'offres, et surtout s'adapter à chaque service et à l'organisation de chaque service. Donc on propose évidemment des solutions ou des organisations aux candidats. Il choisira celle qui lui semblera la mieux lui convenir. Il faudra également aussi, ce qu'on est en train de faire des ajustements au fil de l'eau. Donc le bilan de cet appel d'offres, je pense qu'on pourra le faire à peu près dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. On va laisser la parole maintenant à Isabelle Fromentin. Alors Isabelle Fromentin, elle est praticienne scientifique, mais elle préfère le titre d'infirmière-chercheur. Elle travaille à l'Institut Curie de Paris, à l'équipe CEPIA, IMRB, UPEC, INSERM U955. Infirmière depuis 1992, vous avez passé un M2 recherche en 2009, puis vous vous êtes lancée dans une thèse des sciences de la vie et du vivant que vous avez soutenue en 2012, pour finir par l'HDR en 2019. Spécialisée dans le traitement des plaies en oncologie, vos recherches vous ont mené à développer des projets sur le biofilm, les plaies bien sûr et l'odeur, d'où sont issus CADOC, mais également les nouveaux pansements anti-odeur. Vous avez 2 brevets. Et en dehors de Curie, vous avez été en poste à Dapang, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est au Togo. Et vous allez régulièrement en Afrique via les ONG. Vous avez la chance et l'honneur d'avoir été décoré par l'Ordre national du mérite en 2009 et la Légion d'honneur en 2015 pour vous encourager dans vos travaux. Eh bien, c'est très impressionnant. Merci. Donc, je vais vous parler de notre façon d'organiser l'émergence de la recherche en soins à l'Institut Curie. Alors, peut-être de façon un petit peu moins structurée de ce qu'on a vu avant, parce que je ne me considère pas comme coordinateur de la recherche en soins. Si à la rigueur, quelqu'un coordonne ici, c'est Aurélie qui est dans la salle et qui est chef de projet. Moi, on a fait une organisation un petit peu différente, une co-organisation avec Aurélie qui est chef de projet et moi, mes compétences en sciences. S'il y a un maître mot, c'est le compagnonnage qui va suivre cette présentation avec un enseignement. Ma directrice de thèse, puisque tu as évoqué ma thèse de sciences, on est étonné quand on fait une thèse d'être si bien accompagné par son directeur ou directrice de mémoire, et je lui avais dit, mais comment ça se fait que tu passes tant de temps à consacrer à ma thèse? Et elle m'avait dit, tu sais, si tu apprends, c'est uniquement pour transmettre. Et je trouve que c'était très juste, et quelques années après, je le comprends plus fort, parce que maintenant, c'est un plaisir d'essayer de transmettre, et c'est dans ce sens-là, je pense que c'est organiser ce compagnonnage à l'Institut Curie pour essayer de faire émerger la recherche en soins au service des patients. Donc, comment c'est organisé? Alors évidemment, il y a toutes les aides
qui ont déjà été évoquées, des aides méthodologiques, logistiques. On a parlé des budgets. Moi, c'est vrai que j'aime bien que ceux qui portent des projets maîtrisent leur budget. Alors, on va être aidé quand on fait une soumission pour ce budget, mais après, je pense que c'est important que les infirmières qui portent ces projets ou les paramédicaux s'accaparent aussi cette gestion du projet, cette gestion financière, parce que c'est quand même leur temps de travail qui est budgétisé dedans, c'est des reversements, et je pense que c'est important aussi de tenir les cordons de la bourse quand on est porteur de projet, et ça aussi, ça s'apprend. Il y a évidemment la biblio, je ne vais pas répéter tout ce que mes collègues ont très bien dit, avec peut-être une petite particularité, complémentarité qu'on a avec Aurélie, c'est la connaissance du terrain, puisque je reste en activité clinique, et avec un concept qui est de se dire qu'on n'est pas limité dans l'utilisation des sciences. C'est-à-dire que ça va de projets qui devront passer par des recherches transnationnelles avec les labos de recherche, et on a la chance à l'Institut Curie d'en avoir beaucoup en interne et aussi autour de nous dans la rue d'Ulm. Il y a le SPCI, il y a Chimie Paris, il y a Normal Sup, enfin il y a plein de chercheurs qui peuvent nous aider à mener des recherches et des recherches en soins. Ça peut être aussi des sciences humaines. Enfin, l'idée, c'est de se dire, on reste ouverte sur toutes les sciences. Donc, après, à mon sens, il faut la décomplexer un petit peu, cette recherche, parce que toutes les aides méthodologiques et autres, on peut les apporter en interne. On a des méthodologistes, des personnes qui savent très bien faire, mais ce qui souvent va être déterminant dans l'accompagnement d'un projet, c'est finalement le choix du porteur de projet et la bonne idée qu'il va avoir et qui fait sens pour après améliorer la qualité de vie ou la qualité des soins de nos patients. Et donc il y a vraiment, et c'est central, cette idée, et avec un terme qui est peut-être un petit peu désuet. Alors il y a beaucoup d'uniformes dans la salle, alors c'est peut-être un mot qui leur sera plus familier, mais c'est celui d'engagement. Parce que quand on va faire de la recherche, ça dure longtemps, on en a parlé pour la préparation, ça dure longtemps après de mener sa recherche et puis de l'appliquer. Parce qu'on a quand même ce bonheur, quand on est paramédicaux, de faire de la recherche pour après l'appliquer sur le terrain et lui donner sens, changer vraiment quelque chose, que la qualité des soins, elle soit améliorée, que les patients ils soient mieux traités. Donc, ça a sens si on a le temps de faire sa recherche et après de l'appliquer et de voir son bénéfice, de le voir tous les jours. C'est le plaisir qu'on a, nous, avec les pansements. Je regarde Maxime, qui fait partie de l'équipe avec moi et qui fait aussi de la recherche, comme tous ceux qui sont dans cette équipe à Curie. C'est de se dire, ben voilà, on a déposé un brevet, on espère pouvoir faire la recherche clinique sur ce nouveau pansement cette année. Ça sera peut-être le GERSI qui nous en donnera l'occasion, on le verra. Mais après, la grande satisfaction, c'est de se dire, mes patients, nous, c'est un pansement anti-odeur, ils ne vont plus sentir mauvais. Et le but, c'est ça, plus que de faire de la recherche, plus que d'avoir un appel à projet, plus que d'avoir des financements, c'est d'observer au jour le jour le gain et le bénéfice pour le patient qu'on va traiter. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette image du starting block, parce que c'est vraiment l'envie, il y a le dépôt de projet, il y a tous ces moments un petit peu laborieux, et puis aussi cette notion d'engagement pour aller jusqu'au bout, au bénéfice de ce qu'on traite. Alors évidemment, on a mis en place des ressources. Je vous ai parlé d'Aurélie, qui est chef de projet et qui vraiment fait un accompagnement avec chaque équipe qui décide de lancer un projet de recherche. Je sais qu'elle a fait une mise en place ce matin avec les équipes qui s'occupent des cancers des adolescents et jeunes adultes. Le poste d'Aurélie va être autofinancé par les projets de recherche en soins, d'où l'importance d'avoir adossé ces ressources à nous, notre unité qui a plus d'ancienneté et plus de projets en cours, et ça nous permet évidemment de payer une partie du salaire d'Aurélie. Vous voyez, je vous parle encore de financement, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Je ne sais pas si c'est approprié ici, mais voilà.
Donc, moi, j'arrive après, avec mes compétences scientifiques, qui ne sont pas des compétences dans toutes les sciences. C'est pas parce qu'on a un PhD et une HDR qu'on est capable de faire tout type de recherche. En tout cas, peut-être que je peux être aidante si je ne maîtrise pas bien ce sujet pour orienter vers quelqu'un qui saura mieux l'encadrer que moi et conseiller les porteurs de projets tout au long de leur parcours. On a mis en place une bourse. La bourse, elle est vraiment là en amorce, puisque le but, c'est de faire de l'innovation. Et quand on fait de l'innovation, on n'a pas de résultat pour faire ses hypothèses, son calcul du nombre de sujets et répondre à un appel à projet. Donc, il faut bien une petite phase avant où on va calibrer son projet pour pouvoir poser des hypothèses. Et c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place une bourse qui est d'ailleurs tirée de fonds privés. Et puis, on a fait un groupe, un GTT. Il y en a à Curie pour toutes les disciplines médicales. Il y a aussi un GTT paramédical où on va discuter autour des idées des paramédicaux et de savoir si ça relève de la recherche, si ça relève d'un projet clinique. C'est quelquefois le cas, un projet clinique qui après devra être évalué par un projet de recherche paramédicale. Mais c'est important de le connaître parce que ça permet d'anticiper peut-être sur un futur projet de recherche. Concrètement, cette année, une de nos collègues, et on a essayé de l'accompagner, a eu un financement pour lancer une consultation sexualité et cancer pour les patients suivis pour des cancers digestifs. On s'en réjouit parce que ça manquait. Évidemment, dans 1 ou 2 ans, il va falloir évaluer les bénéfices de ce qu'elle a mis en place et à ce moment-là, ça rentrera dans une recherche en soins. Pour l'instant, c'est pas le cas. Néanmoins, on l'a accompagnée pendant cette première phase complètement anticipée par rapport à la recherche. Et puis évidemment, on a les comptes, toujours avec un fonds dédié sur lequel arrive l'argent de la recherche en soins. On a même plusieurs fonds dédiés. L'idée, c'est essayer aussi que des projets mieux financés puissent aider à des projets moins bien financés. Et ça, je le gère avec la direction des soins. Alors nous, au niveau des fonds, on a beaucoup entendu parler d'appels à projets. Nous, on est assez ouverts. Ça peut être des appels à projets. Il y a PHRI, PHRIP maintenant, le PREPS, mais il y a aussi, pourquoi pas, les PHRC. Il n'y a pas marqué interdit aux infirmières. Mais il y a aussi tout un tas maintenant de bourses de fondation, des fonds privés. On a même fait pour une recherche du crowdfunding. Alors ça, c'était quelque chose. Mais voilà, on est ouvert à tout type de financement à partir du moment où ça permet de faire avancer la recherche en soins. Une fois qu'on a passé ces étapes, des explications simples, et je ne vais pas revenir sur ces 15 points essentiels de la recherche. Nous, on les a définis en 15 points qu'il va falloir suivre pour mener à bien son projet. J'ai mis en rouge ce qui me semblait important et sur lequel j'insiste, et j'ai déjà insisté, c'est vraiment le sens de la recherche. Le sens dans le cadre de notre profession paramédicale et de cette recherche appliquée, de cette recherche qui va servir aux patients, et la motivation. Et c'est pas rien. Je parle de motivation. Tout à l'heure, je parlais d'engagement. Je vais vous donner un exemple simple. On discute de faire une étude en multicentrique avec évidemment plusieurs services de soins. Je vais les rencontrer. Et puis, il y a beaucoup d'infirmières qui m'ont dit moi, j'ai peut-être envie de changer de service. Là, après le Covid, je me remets en question, ce que je comprends tout à fait. Et ce que je respecte tout à fait, mais j'aurais quand même dit, attention, si là on se lance et si on s'engage ensemble, on s'engage jusqu'au bout. On ne va pas... Alors, libre à chacun, et je comprends tout à fait que tout le monde ait envie de changer, mais quand on s'engage dans un projet de recherche, c'est quand même plus simple quand on y reste jusqu'au bout. Voilà. Et idem, dans ces explications, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire le retour vers les patients, parce que c'est quand même eux le boss pour tous ces projets. Faire vivre et sourire la recherche aussi, ça fait partie de l'émergence dans la recherche en soins, parce que la recherche, ça ne se vit pas seulement derrière un bureau, et ça se vit en pratique. Et là, je vous ai mis quelques
photos d'enquêtes de perception sensorielle qui sont toujours l'occasion de réunions assez phénoménales à Curie, puisqu'on travaille beaucoup sur les odeurs, mais aussi d'une recherche clinique qu'on a menée en multicentrique avec des centres en Afrique, hein, dans l'idée de se dire on essaye d'ouvrir ce multicentrique à l'international et notamment à ceux qui ont peut-être moins de moyens de faire de la recherche, parce que si on fait de la recherche avec eux, ça veut dire que quand on trouvera des solutions, on trouve des solutions qui sont aussi applicables directement sur leur population. Si on ne les a pas intégrées, on conclura que c'est efficace pour nos populations seulement, ce qui est restrictif. Donc tant qu'à faire, autant essayer quelquefois de les inclure avec nous. La photo du milieu, c'est ce qui a été ouvert ce matin chez les adolescents, jeunes adultes qui souffrent de mauvaises odeurs corporelles. Et comme il s'était plaint que ces odeurs corporelles, avec certains produits, les fassent sentir l'œuf pourri, pour imaginer des solutions, il a fallu commencer par le commencement, c'est faire pourrir des œufs dans le jardin de l'Institut Curie pour voir quelles solutions anti-odeur on pourrait mettre en face. Donc ça aussi, ça se fait et c'est beaucoup plus efficace que de chercher, œufs pourris sur PubMed, ça ne sort pas. Et puis une dernière photo de l'équipe pour dire aussi quelque chose, c'est qu'ils étaient venus recevoir un prix pour un projet commun que je porte, mais j'étais pas là puisque j'étais en congrès. Et ça, c'est la vie de l'équipe, hein, et c'est ce qui est chouette dans un projet de recherche et dès sa conception, c'est qu'on peut ne pas être là parce que le reste de l'équipe est là et on est complètement interchangeable dans cette équipe et c'est ce qui en fait la force. Donc vraiment, le but de cette diapo, c'était de dire que vraiment la recherche, elle peut être intégrée à la pratique, qu'il faut oser. Yasmina en parlait tout à l'heure dans un atelier sur les publications, qu'il ne faut pas hésiter à mixer les équipes, hein, et ça c'est extrêmement riche. Et puis, même avant de publier ces résultats, ne pas hésiter à publier en cours de recherche, ne pas hésiter à publier sa pratique qui explique et sous-tend pourquoi on essaye de faire mieux et de faire cette recherche, bref, donner du sens. En conclusion, pour moi, la recherche, c'est un grand espace de liberté et quelquefois, on en manque un petit peu. Et là, on peut imaginer toutes les solutions et faire de la recherche en soins. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on essaye tous ensemble d'accompagner les porteurs de projets à Curie. Et ça nous permet aussi d'intégrer des problématiques qui vont au-delà des murs de notre structure, les inégalités, l'accès aux soins, le vieillissement. Pourquoi pas l'écologie qui peut aussi s'inviter dans nos projets de recherche en soins. Voilà, la recherche en soins, c'était juste pour conclure là-dessus. C'est long à préparer, mais c'est quelque chose au service des communautés avant toute chose, avant tout un pas de facteurs, avant toute la joie d'être accepté à un appel à projet. Et c'est vraiment le but ultime qui nous motive fort, je suis sûre, tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos présentations. Il nous reste quelques minutes de questions. Si la salle veut poser des questions aux professionnels qui sont intervenus, c'est le moment. Y a-t-il des questions? Ah oui, Julien, tout au fond. Souni, cadre expert et doctorante au passage. J'ai deux questions. Alors déjà, merci pour les présentations. Ma première question est peut-être globale sur le fil rouge de la journée, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé effectivement de recherche en soins, avec beaucoup d'intervenants, me semble-t-il, avec une sensibilité méthodologique très quanti. Et qu'en est-il de l'accompagnement, notamment méthodologique, des personnes qui sont sur des dimensions plutôt sciences humaines? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'était sur les financements. Alors, je m'adresse plutôt à ma chère institution de la PHP,
parce que du coup, c'est très orienté sur ce chèque qui est super. Hein. C'est une première approche qui sont sur des lettres d'intention, mais aussi en plan large. Typiquement hier, je vais trouver des financements parce que j'ai une infirmière qui a été prise pour un congrès et se pose la question, elle doit aller 2 jours à Nice, donc le prix du congrès, le logement, etc. C'est-à-dire y a-t-il, en tout cas en termes de projection, je sais qu'aujourd'hui ça n'existe pas, une réflexion sur des budgets dédiés beaucoup plus larges que sur le temps. Alors finalement, j'ai une 3e question. Oui, mais j'ai rien dit de la journée, j'étais seule. La 3e, c'est parce que ça a été soulevé d'une certaine façon, parce que l'assistance publique a fait choix des chèques, Versailles a fait choix du temps, et en termes de ressources humaines, c'est un impact dans les accompagnements, notamment sur des profils spécifiques, si c'est une infirmière de coordination ou une infirmière de pratique avancée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les remplacer dans les choix, et donc y a-t-il aussi des réflexions alors je m'adresse à la table, mais je m'adresse aussi à la salle. Merci. Merci. Je laisse la parole à l'assistance publique. C'est gentil, Marina. Je vous en prie. Même si je ne suis pas l'assistance publique, je n'ai surtout pas cette prétention. Je vais essayer de répondre à la première question sur l'accompagnement, sur la recherche qualitative. Je pense que c'est le même accompagnement pour moi qu'une recherche quantitative. C'est une recherche. Et d'ailleurs, j'encourage même à ce que les recherches soient mixtes. Donc l'idée n'est pas d'avoir des accompagnements différents. L'idée est de trouver la compétence qui puisse vous accompagner sur du quali ou sur du quanti. Après, que ce soit du mixte, c'est encore plus chouette que les méthodes puissent être communes. Encore une fois, je pense que l'idée, c'est de trouver la compétence en personnes qui vous accompagnent, en URC, et en termes de ressources humaines et de personnes qui soient formées au quali. Donc ça, c'est peut-être la contrainte et c'est le frein qu'il peut y avoir sur le quantitatif et sur le qualitatif, mais pour moi, c'est le même accompagnement. Non, je vois... Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on est sur du quali, il y a un biostat qui essaye de transposer le projet qualitatif sur du biostatistique. Oui, donc j'en reviens à... C'est un problème de compétence. Si vous arrivez avec un projet quali et qu'on vous dit non, il faut le transformer en quanti, demandez à la personne si elle est formée au quali. Voilà, mais je pense qu'il y a un réel problème de compétence en formation qualitative et de facto en accompagnement en qualitatif. Pour les autres questions, je veux bien passer le relais sur... Ok, qui veut prendre alors du coup Sur la partie je crois que par rapport au budget, c'est-à-dire sur les congrès, la participation aux congrès, etc., on a des enveloppes dédiées, soit au sein des départements médicaux universitaires, soit on peut aussi faire une démarche auprès de la direction des finances et de la recherche. Il y a des enveloppes aussi pour que les paramédicaux partent en congrès. Ça fait partie de la formation continue et de ce qu'on attend des professionnels. Enfin, tu as l'air surprise, mais c'est, je veux dire, au même titre qu'un médecin ou autre. Je n'ai pas eu cette problématique jusqu'à présent, mais je ne sais pas si... Non, même réponse pour moi. Sur l'hôpital, on a fait financer plusieurs congrès, que ce soit par le biais de la formation continue, sur le financement direct des DMU, ou exceptionnellement par des financements auprès de RAF ou de résidus de budget qui seraient sur la direction recherche-innovation. J'ai jamais eu de problème à financer des congrès, des relectures d'articles, des traductions, pas de dossier là-dessus. Philippe, tu voulais intervenir ? Oui. C'était pour continuer sur la problématique quanti-quali. Donc moi actuellement là je travaille au GIRSI en tant que support méthodo, mais je suis un quantitatif, et donc avec Bastien on est en train de voir pour élargir l'offre de soutien avec des équipes qualitatives en Ile-de-France, que ça soit sur l'organisation, la sociologie ou des choses comme ça. Donc comme ça vous auriez un support un petit peu plus panoramique. Voilà. Et je suis sûr que ça va être un vrai levier que vous allez pouvoir actionner quand vous allez pouvoir, j'espère, identifier des compétences ou former des gens au qualitatif ou identifier des gens formés. Je pense que ce sera un vrai levier et qu'il faudra vraiment aiguiller ces recherches qualitatives vers ces accompagnements que vous aurez pu identifier. On va croire qu'on a répété, mais
on va faire également un recensement des compétences quantiques, quali, éco, enfin, etc. Voilà. Ou mixte. Ouais, c'est ce que je pensais, c'est-à-dire qu'en fonction des structures d'aide à la recherche, on peut travailler avec d'autres structures d'aide à la recherche qui n'est pas forcément la structure sur son site, mais on peut aussi aller chercher la compétence dans une autre unité de recherche clinique en fonction du projet, de la nature du projet qu'on souhaite conduire et des compétences qu'on sait dans certaines URC. Donc il faut aussi avoir cette liberté de pouvoir travailler aussi en dehors avec une autre structure que celle de son site. C'est possible aussi. Dans d'autres équipes de recherche ou dans d'autres pays. Ou ça peut être aussi une co-construction avec 2 URC adossées sur un projet. C'est tout à fait possible. Comme pour le médico-éco, hein, quand votre URC n'a pas la compétence médico-éco, il y a d'autres unités de recherche clinique qui ont cette compétence médico-éco. Il ne faut pas hésiter à aller ouvrir quelques portes sur le qualitatif. Hein. Ça peut être parfois au Canada, ça peut être sur des pays du nord de l'Europe. Parfois, ça permet justement des belles collaborations avec d'autres équipes quand on vient chercher cette compétence quali qui est, comme d'autres spécialités, une compétence parfois un petit peu difficile et un peu rare à trouver, mais il ne faut pas hésiter à solliciter d'autres équipes. On n'est pas obligé de rester enfermé dans son GHU, comme dit Bérangère. On a le choix de son accompagnement et de son unité de recherche clinique. Oui, mais maintenant, s'il y a un soutien du GIRSI sur cette partie quali, ça va peut-être Alors faire là, un ce appel serait- d'air, du coup, à certaines personnes qui ont envie de rentrer justement plus tôt dans ces projets d'études. Et donc, ça va être très intéressant. On n'entend pas, Judith, c'est ça? On n'entend pas? Un accompagnement du GIRSI sur le Oui. quali, je résume, serait la cerise sur le gâteau de la recherche. Moi, je rejoins quand même un peu Nussy sur la difficulté qu'on peut avoir dans l'évaluation quand on fait du quali. Parce qu'être accompagné, c'est une chose. Trouver des bons accompagnateurs, c'est une chose. Ça nécessite quand même une bonne formation aussi de soi. Mais des fois, on peut se poser des questions sur les évaluations qui nous sont renvoyées aussi. Et ça nécessite une formation aussi des évaluateurs. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Est-ce qu'il y a des questions encore? D'autres questions avant de clore? Moi, je veux bien en poser une, juste une petite minute. C'est qu'on voit bien que les leviers en fait, que vous avez mis en avant aujourd'hui, il y a dans un premier temps la formation, il y a également le financement. Et pour les établissements qui en sont à des étapes, on va dire, bien plus initiales du développement de la recherche en soins, quelles sont les étapes par lesquelles vous avez commencé? Parce que quand on propose une formation, je pense qu'avant que les personnes s'inscrivent, il faut qu'elles se sentent concernées, premièrement, mais aussi capables. Et moi, je vois bien dans mon quotidien, parce que dans mon établissement, ce n'est pas encore développé à ce stade, que les gens découvrent en fait qu'il y a de la recherche. On en est vraiment là. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies, des outils de communication dans ces phases très précoces qui vous ont permis de faciliter en fait la connaissance et l'accès à la recherche? Je ne sais pas si c'est très clair ma question. Moi, je pourrais déjà... Enfin, Flavie, je pense qu'il y a des disciplines qui sont porteuses aussi. Alors, c'est vrai que moi, je suis du cru de la réanimation. C'est vrai qu'on est une discipline où on porte beaucoup les paramédicaux et on les pousse, notamment à la SRLF qui a vraiment un engagement fort à structurer aussi et à promouvoir la recherche paramédicale. Dans les congrès, on voit bien, hein, d'ailleurs, les études qui sont présentées par les paramédicaux, elles sont de niveau équivalent aux présentations médicales. Donc, c'est vrai que certaines disciplines sont très porteuses aussi et le soutien, on le trouve beaucoup en interne avec un compagnonnage médical d'abord, puis après donc avec d'autres collègues qui ont déjà une expérience un peu plus forte en recherche. Donc, moi, je parle de mon expérience où c'est vrai que je pense qu'il y a des disciplines qui sont effectivement un peu plus porteuses de la recherche. Que d'autres, oui. Effectivement, on vient beaucoup de la réanimation. Ouais. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, il y a peut-être une dernière. Perrine, au fond. Une dernière, parce que c'est Perrine. Perrine.
Oui, bonjour. C'est pas une question, c'est un partage de ce qu'on expérimente dans notre établissement, qui est encore un autre modèle. Nous, on est parti de tous ces constats-là qu'il faut un temps assez long pour acculturer tout le monde, enfin déjà ceux qui seraient intéressés, et puis après embarquer tout le monde, monter en compétence les gens. Et du coup, on a choisi un modèle où on a réussi à convaincre de créer des postes infirmiers qui sont partagés à mi-temps dans les soins et à mi-temps sur des projets transversaux, et notamment une grande implication dans la mise en œuvre de tous les projets de recherche clinique qui sont principalement médicaux chez nous. Mais du coup, la participation des infirmiers qui connaissent par cœur les parcours de soins des patients, les endroits où ça va gripper quand on va rajouter de la recherche dessus, fait que les protocoles de recherche médicaux marchent super bien. Du coup, c'est une manière aussi de financer ces postes-là, parce que finalement, en améliorant la qualité des inclusions et des suivis des patients, vous connaissez la suite de l'histoire, mais du coup, ça permet de justifier ces mi-temps dédiés. Ces mi-temps, du coup, ils permettent aux infirmiers qui sont sur ces missions-là de découvrir la recherche, c'est sûr, via le prisme médical, mais n'empêche que c'est aussi comme ça qu'on apprend les différentes étapes qui sont impondérables, quelle que soit sa thématique de recherche. Et puis, comme c'est des infirmiers des équipes, ils retournent sur le terrain, et puis en fait, ils sèment des graines partout. Et puis finalement, sur le terrain, les équipes complètes en 1 à 2 ans, là, il y en a quelques-uns autour de moi. Il y a 2 ans, la recherche, c'était quelqu'un qui venait leur demander 2 tubes. Et puis aujourd'hui, c'est naturel, ça fait partie du soin. La recherche d'aujourd'hui, c'est le soin de demain. Et puis le soin d'aujourd'hui, c'était de la recherche d'hier. Donc nous, c'est ce modèle-là qu'on teste. Et pour l'instant, ça marche pas trop mal. Et donc forcément, après, on a des infirmiers qui ont un peu plus d'outils, qui ont aussi du temps hors soins. Comme ils maîtrisent bien les protocoles de recherche médicaux, ils y passent moins de temps. Et puis du coup, ça libère du temps pour se poser sur des questions de soins et puis commencer à monter nos projets à nous. Voilà, c'était partage d'expérience. Merci beaucoup. On va clore la session de cette première table ronde. Merci pour vos interventions et puis à très bientôt.